On commence par celle de Manon Saint-Maurice qui vous demande « Quel est le plan du ministère de l'Éducation pour remplacer le départ à la retraite des enseignants qui va s'accélérer dans les prochaines années? » Essentiellement, deux choses, si on veut résumer, là. Attraction et rétention. Donc, il faut attirer davantage de jeunes, notamment, dans les carrières de l'éducation, pas juste pour devenir enseignant, mais ça peut être éducatrice, ça peut être technicienne en éducation spécialisée, les TES, ça peut être aussi un professionnel, une psychoéducatrice, une psychologue et tout le reste. Alors, tout ça, ce sont les carrières les carrières de l'éducation. Donc, il faut mettre en place des mesures pour attirer des jeunes dans ces carrières et les garder. Et il faut aussi, parallèlement à ça, amener les personnes qui ont déjà un baccalauréat dans une matière qui est enseignée, donc ils n'ont pas de brevet d'enseignant ou d'enseignante, mais ils ont un bac en histoire, en chimie, en français, en anglais, en musique, et les amener vers le brevet. Et là, on a mis en place des mesures pour attirer et retenir, par exemple en augmentant les salaires, en amenant dans les classes, la moitié des classes du primaire, un deuxième adulte. Donc ça va se déployer dans les prochaines semaines pour venir en aide aux enseignantes, donner plus de permanence. Alors ça, c'est les mesures pour attirer et retenir. Puis, on a demandé aux universités de créer des voies rapides qui permettent à une personne qui a un bac en histoire, en musique, en anglais, en français, en chimie, d'avoir accès à la pédagogie, donc d'avoir son brevet d'enseignant après 30 crédits. Donc, une bonne formation de base qui va te permettre d'avoir ton brevet. Et tu es déjà dans les classes. Là, je vous parle de personnes qui enseignent déjà, mais qui n'ont pas de brevet. On veut les amener vers le brevet. Avec ces deux grandes familles de mesures, on pense qu'on va réussir à renverser la tendance et à prendre le dessus sur la pénurie. Et juste une sous-question. À ceux qui disent que la qualité de l'enseignement pourrait s'en ressentir, vous dites quoi? Je ne suis pas d'accord. D'abord, on a déjà des études qui démontrent que ces formations de base de 30 crédits fonctionnent bien. On a déjà des étudiants qui sont passés, des enseignants, en fait, qui sont passés par ces formations-là. Et puis moi, je pense que, vous savez, ça a déjà existé. Hein? Jusqu'au début des années 90, c'était possible pour quelqu'un qui avait un bac dans une matière enseignée de faire un certificat de pédagogie. Alors, d'une certaine manière, on retourne à ça. Les études démontrent que ça fonctionne bien. Et moi, je pense que, Sébastien, c'est une bonne chose d'avoir une mixité, c'est-à-dire des enseignants qui sont passés par le brevet, par la faculté d'éducation, et d'autres enseignants qui ont une bonne maîtrise de leur contenu, histoire, chimie, français, anglais, mathématiques, musique, et qui vont se chercher une base en pédagogie. Je pense que ces deux voies-là peuvent nous permettre d'avoir des bons enseignants compétents qui vont bien faire le travail pour nos enfants parce que c'est pour eux qu'on travaille. Autre objet de préoccupation qui nous vient de Nicole Lavoie, l'argent. Doit-on s'inquiéter d'éventuelles compressions budgétaires dans le réseau scolaire pour combler le déficit? Vous avez utilisé le mot débureaucratisation cette semaine. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Oui. Alors, partons du début, parce que c'est une question très importante. On a hérité d'un réseau de l'éducation qui a manqué d'amour. Disons-le, là, l'austérité du gouvernement précédent a fait mal aux écoles, en particulier aux élèves à besoins particuliers. Depuis 6 ans, donc depuis que la Coalition Avenir Québec est là, on a augmenté les budgets en éducation de 50 %. Donc, c'est passé, grosso modo, de 15 à 22 milliards pour l'éducation. Et on a augmenté de 150 % les sommes pour la rénovation et la construction des écoles. On est passé de 9 à presque 23 milliards. Donc, on a investi beaucoup d'argent depuis 6 ans en éducation. Du jamais vu. Ça n'a jamais été aussi bien financé. Maintenant, oui, il faut retourner à l'équilibre budgétaire et c'est donc pour ça que la question est pertinente. Et nous, puis moi, comme ministre de l'Éducation, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec tout l'argent qu'on a investi, le temps est peut-être venu de faire un moment de consolidation et de se poser la question, est-ce que tous ces milliards que nous avons investis ont donné le maximum de résultats possibles? Ou est-ce qu'on peut travailler sur plus d'efficacité, moins de mesures bureaucratiques, justement? Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochains mois, mais il n'est pas question d'austérité. On a trop investi
pour corriger les erreurs du passé. Un courriel de Claire Tremblay qui vous demande « Je suis une enseignante à la retraite depuis 4 ans. J'ai offert mes services dans 3 commissions scolaires et on ne communique pas avec moi. Est-ce parce que ma rémunération est trop élevée? Est-ce qu'on préfère prioriser des personnes non qualifiées parce qu'elles gagnent moins? » Non. Enfin, moi, je ne travaille pas dans les ressources humaines d'un centre de service scolaire, mais les signaux que nous avons clairement transmis au centre de service scolaire, et les services scolaires me disent qu'ils se gouvernent de cette manière, c'est qu'ils privilégient les enseignants qui ont un brevet. Donc, ce qu'on appelle les enseignants ou enseignantes légalement qualifiés, ce sont ces personnes qui doivent être privilégiées. Et donc, elle n'a pas été rappelée. Je ne sais pas de quel centre de service scolaire il s'agit. Je sais par contre que dans certains centres de service scolaire, ils en sont à rappeler certains enseignants retraités pour faire de la suppléance. Alors, peut-être que madame va être rappelée prochainement. Très bien. Puis on comprend que vous ne gérez pas tous les centres de services scolaires, même si vous êtes le ministre, et donc que chaque cas est un cas particulier dont vous n'avez pas nécessairement connaissance. Mais sur le fond, donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas de problème d'argent à embaucher des gens qui sont qualifiés par rapport à des gens qui sont moins qualifiés. Non. D'accord. Okay. Au contraire, je vous dirais, pour les enseignants retraités, Sébastien, pour les enseignants retraités, on a augmenté les sommes d'argent pour permettre, par exemple, à une dame, comme la dame qui nous écrit, si elle veut faire une journée de suppléance, c'est 570 $ sans pénalité sur son régime de retraite, sans obligation de cotiser à son régime de retraite. Donc, on a rendu ça très intéressant pour les enseignants qui sortent de leur retraite pour venir nous prêter main forte, pour venir faire de la suppléance. On a rendu les conditions financières très intéressantes. Et donc, non, il n'y a pas de problème d'argent dans ce cas-ci. Au contraire, on a amélioré le traitement pour justement inciter nos enseignants retraités à venir nous aider. Autre question. Est-ce qu'on pourrait accélérer l'embauche des enseignants issus de l'immigration qui ont des diplômes et des attestations d'emploi de l'étranger? Oui. Et là-dessus, il y a du travail à faire. Je ne vous le cacherai pas. Actuellement, un enseignant qui arrive de l'étranger pourra obtenir à certaines conditions ce qu'on appelle un permis probatoire. Donc, c'est une autorisation légale. Donc, tu deviens dans les faits légalement qualifié aux yeux du réseau, aux yeux des écoles. Maintenant, de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure, Sébastien, que pour quelqu'un qui a un baccalauréat dans une matière qui est enseignée, si on veut l'amener vers le brevet, si on veut lui donner un brevet, cette personne-là doit se qualifier, donc doit suivre minimalement une voie de 30 crédits, donc qui va lui donner une formation de base en pédagogie. Si je l'exige d'un enseignant québécois, cette formation de base en pédagogie, je dois l'exiger aussi des enseignants qui viennent de l'extérieur. Et donc, par ce permis probatoire, on peut les amener dans le réseau scolaire. Maintenant, cette formation de base en pédagogie, ils doivent la suivre. Ils doivent donc respecter les mêmes règles qu'un enseignant québécois. Maintenant, j'ajoute ceci. Si l'enseignant étranger a plusieurs années d'expérience, bien, c'est possible pour l'université qui offre cette formation de base en pédagogie de lui créditer certains cours. Et là, évidemment, ça appartient à l'université d'évaluer les années d'expérience, d'évaluer le dossier de l'enseignant venu de l'étranger pour décider combien de cours cette personne-là va devoir passer. Mais juste pour être sûr que je vous comprends bien, un enseignant issu de l'étranger est obligé de passer par une formation d'appoint. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, identifier des pays comme la France, je ne sais pas, la Suisse, l'Allemagne, qui sont des endroits où la formation des enseignants est une bonne formation, et de dire que ces gens-là pourraient tout de suite, sans formation d'appoint, venir dans une classe au Québec? Pas automatiquement, vous avez raison. Maintenant, l'université pourrait juger que la qualité du dossier est tellement bonne qu'au lieu, par exemple, de prendre 30 crédits, elle va lui délivrer sa formation en pédagogie au terme d'un 15 crédits, par exemple. 5 cours au lieu de 10. C'est possible. Mais il faut laisser les universités faire cette évaluation-là parce que c'est elles qui sont en lien direct avec la personne qui postule.
Fait qu'il faut trouver un terrain, comment dire, un bel équilibre là-dedans. Mais moi, c'est sûr que j'incite les universités à faire preuve de souplesse. Si vous vous rendez compte, comme on l'a vu récemment là, avec cet enseignant là, qui arrivait du Liban, là, qui avait au-dessus d'une vingtaine d'années d'expérience, c'est sûr que on souhaite, si jamais cet enseignant applique pour aller chercher son temps de crédit, moi, j'incite l'université auprès de laquelle il va appliquer à faire preuve de souplesse puis à faire une bonne évaluation rigoureuse de toute son expérience. Et peut-être qu'on va en venir à la conclusion que finalement, sur les 30 crédits en pédagogie, tu n'as pas besoin d'y faire, les 30, tu as besoin d'en faire beaucoup moins. Puis je dois ajouter ceci, à la suite de ce cas-là qui a été soulevé par les médias, moi, j'ai demandé au ministère d'évaluer la possibilité d'émettre un permis probatoire pour ces enseignants étrangers qui ont beaucoup d'années d'expérience, donc un permis probatoire, et de leur donner une certaine période de temps pour aller chercher leur crédit en pédagogie. Donc, une forme de souplesse pour accommoder ces enseignants étrangers que l'on souhaite attirer chez nous et garder chez nous. Très bien. Un courriel de Mike Panic. Quelle est la situation dans les écoles privées? Nombre de professeurs, vétusté des écoles, etc. Est-ce que le portrait est meilleur que dans le réseau public? Bonne question. Alors, pour ce qui est de la pénurie, je ne saurais vous le dire. À ma connaissance, les écoles privées n'ont pas fait de rapport encore public là, sur la situation de la pénurie dans leur rang. Ce que je peux vous dire sur les écoles privées par rapport à la vétusté, c'est que les budgets, là, je vous disais tout à l'heure, je disais aux téléspectateurs, les budgets pour rénover, agrandir, construire des nouvelles écoles, ces budgets-là ont augmenté de 150 de 9 à 23 milliards sur 10 ans. Les écoles privées n'ont pas droit à cet argent-là. L'argent qu'on investit pour les infrastructures, ça ne va qu'aux écoles publiques, première chose. Et l'autre chose que je dois vous dire, parce qu'on entend souvent parler de l'école à 3 vitesses et tout le reste, je tiens à rappeler ceci. Il y a à peu près 10 des élèves du Québec qui vont dans l'école privée. Ça se maintient à peu près à 10. On est peut-être à 11, là, mais c'est essentiellement un élève sur 10 qui va dans les écoles privées. Alors, il faut toujours faire attention. Quand on entend les gens qui disent « Ah, l'école à 3 vitesses, l'école à 3 vitesses est responsable de tous les maux », faisons attention. C'est comme si on disait le réseau des écoles privées qui accueille à peu près 10 des élèves est responsable de tous les problèmes et de tous les défis du 90 qui reste. Ouais. Il y a un petit peu de démagogie, je trouve, dans ce discours-là. Là. Voilà, mais faisons la part des choses quand même. L'ensemble des contribuables finance 60 du coût d'une année scolaire dans le réseau privé. Pourquoi rester à 60 dans le contexte actuel? Pourquoi pas le baisser à 50, 40, 30 et demander peut-être aux parents d'en faire un peu plus? Parce que l'école publique a besoin d'argent. Oui, mais je vous rappelle, les parents qui décident d'envoyer leur enfant au privé, ils payent 40 des frais de scolarité. Ils investissent de leur poche 40 dans les frais de scolarité. Ils pompent de l'argent, ils investissent de leur poche dans le système scolaire québécois. Ça aussi, ça a une valeur, Sébastien. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc, ils payent déjà des taxes et des impôts, ces parents-là, et ils payent en plus 40 pour leurs enfants, pour les envoyer au privé. Donc, c'est de l'argent de plus qui va dans le système scolaire québécois. Et par ailleurs, nous, notre position, c'est que le système mixte qui existe présentement au Québec, donc ces deux réseaux, privé et public, on considère que ça a bien servi le Québec. Donc, on souhaite maintenir ces deux réseaux. Et puis, on souhaite, par-dessus tout, laisser aux parents du Québec cette liberté qu'ils ont de choisir. Et dans certains cas, ils font de très grands sacrifices. Il ne faut pas l'oublier. Ils font de très grands sacrifices pour exercer cette liberté de choix. Les parents passent toutes les années par la rentrée scolaire et l'achat de fournitures, et ça peut causer des maux de tête à bien du monde. Yvan Ré vous pose une question à ce sujet-là. Pourquoi l'achat de matériel scolaire pour les élèves n'est pas effectué directement par les centres de services scolaires, ce qui permettrait des économies de coûts grâce au volume d'achat? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je suis ouvert à l'idée d'en discuter avec le ministère et voir est-ce qu'il serait possible, dans certains cas, de faire des achats groupés ou regroupés pour effectivement obtenir des meilleurs prix.
Donc, on va le regarder, je vais le regarder. Je pense que ça a probablement déjà été regardé par le passé et si ça n'a pas été mis en place, il doit y avoir des raisons pour ça, mais je suis prêt à le regarder à nouveau parce que la logique d'acheter en gros, c'est une logique qui se tient et qui nous permettrait peut-être d'obtenir des prix plus raisonnables des fournisseurs. Maintenant, je vous rappelle, on a quand même augmenté la somme d'argent pour les fournitures scolaires. On l'a augmenté au cours des dernières années, là. Il y a quelques années, c'était, si je ne m'abuse, 200 $ par année. Là, si je ne m'abuse, on est à 214, si je ne me trompe pas, d'argent, donc, par enfant pour acheter les fournitures scolaires. Et je me suis déjà, assuré, parce que j'ai posé la question à mon ministère, est-ce que les sommes d'argent ont été versées aux parents? Et on m'a assuré que ces sommes d'argent avaient été versées aux parents dans le courant du mois de juillet. Donc, en principe, les parents qui nous écoutent ont eu par enfant plus de 200 $ pour l'achat des fournitures scolaires. Est-ce que c'est 200 ou c'est 100? C'est 100, hein? Je m'excuse, je venais de faire une grosse annonce. On est autour de 120 $ par enfant, pardonnez-moi. Autour de 120 $ par enfant. On était autour de 100. On l'a monté à 120. C'est bien, au moins vous avez quelqu'un. Ouais, vous avez quelqu'un juste à côté qui peut confirmer les chiffres. Excellent. Courriel de Sylvain Lévesque. Oui. Pourquoi ne pas avoir fait des états généraux en éducation avant d'implanter de nouveaux projets comme les maternelles 4 ans? Évidemment, vous n'étiez pas là au début du mandat, n'est-ce pas, de la Coalition Avenir Québec. Là, vous êtes ministre de l'Éducation, mais vous adhérez aux maternelles 4 ans. Pourquoi aller dans cette direction-là sans avoir fait d'états généraux? C'est la question qu'on vous pose. Bien, sur les maternelles 4 ans, c'est une décision qui a été prise. C'est un engagement qui avait été pris par la CAQ avant même de prendre le pouvoir en 2018. Et la raison pour laquelle la Coalition Avenir Québec et M. Legault ont voulu aller vers la création des maternelles 4 ans, c'est parce que la science dit qu'effectivement, les maternelles 4 ans aident l'enfant à réussir. Bon, alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers les maternelles 4 ans. Maintenant, on est obligé de ralentir le rythme de création des maternelles 4 ans parce qu'il y a beaucoup de besoins, notamment liés à l'immigration. Et c'est donc la raison pour laquelle on a décidé de ralentir le rythme, même si on veut continuer à en créer plus, mais moins que ce qui était prévu. Maintenant, sur la question des États généraux, parce que ça revient souvent, des grands États généraux sur l'éducation, moi, je vais vous dire, comme ministre de l'Éducation, là, l'idée de tout arrêter pour prendre le temps de réfléchir, puis pendant des mois, on consulte, puis après ça, on prend des mois pour rédiger le rapport et tout ça. Honnêtement, dans la situation actuelle, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On le sait ce qu'on a à faire, Sébastien. On le sait qu'on a un enjeu avec la pénurie et qu'il faut investir, comme on le fait avec les nouvelles conventions collectives. Il faut investir massivement pour améliorer les conditions, les salaires, les aides à la classe. On le sait ce qu'on a à faire. On le sait que pour surmonter la pénurie, il faut prendre des enseignants qui n'ont pas de brevet, mais qui ont déjà un bac et les former. On le sait que la formation professionnelle, c'est une bonne avenue. Il faut investir là-dedans, c'est ce qu'on fait. On le sait que les projets particuliers sont bons pour faire aimer l'école, donc ils sont bons pour favoriser la persévérance scolaire. On investit dans les projets particuliers. Bref, en résumé, on n'a pas besoin d'états généraux pour savoir ce qu'on a à faire. On le sait ce qu'on a à faire et on le fait. Courriel de François Boucher. Avez-vous le budget nécessaire pour climatiser toutes les écoles du Québec? Non. La réponse est non. Maintenant, ce que l'on... Non, La réponse est non, on ne l'a pas. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Actuellement, on construit comme jamais depuis les années 60, on construit des nouvelles écoles. On agrandit, on rénove, mais on construit beaucoup de nouvelles écoles. Par exemple, dans les prochains mois, on va inaugurer plus d'une vingtaine de nouvelles écoles. Et dans ces écoles nouvelle génération, qui sont inspirées notamment du Lab École, alors dans ces écoles nouvelle génération, il y a des systèmes de ventilation mécanique performants qui font en sorte que les élèves et le personnel, évidemment, sont dans une école qui se maintient avec une température qui est confortable. Grosso modo, entre 20 et 26 degrés. Des systèmes de ventilation mécanique, c'est pas de la climatisation, c'est des échangeurs d'air. Des systèmes de ventilation mécanique, c'est des systèmes performants
qui nous permettent donc de maintenir une température à l'intérieur de l'école qui oscille entre 20 et 26. Et donc, ce sont des 26. températures qui sont confortables et c'est ce que nous faisons. En investissant dans les nouvelles écoles comme on le fait, on installe des nouveaux systèmes de ventilation qui sont performants et donc qui permettent à nos élèves et à notre personnel de bien supporter à la fois le grand froid et les grandes chaleurs. 26 degrés, c'est acceptable, ça, dans une classe? 26 degrés, c'est acceptable quand il fait très, très chaud à l'extérieur. On ne vit pas D'accord. dans un monde idéal. Vous savez, on ne vit pas dans un monde idéal. Rappelez-vous, on a au-dessus de 3000 écoles au Québec. 3000 écoles. La date de construction moyenne d'une école québécoise, Sébastien, c'est quoi la date? 1965, je sais pas. Essayez ça pour le fun. 67, l'année de l'Expo. Alors, la date de construction moyenne des 3000 quelques écoles au Québec, c'est 1967. Malheureusement, ce parc école a vieilli. Les gouvernements précédents ont très peu investi, trop peu investi. Et là, il faut rattraper un retard. Et c'est pour ça qu'on investit comme jamais, pour les agrandir, les rénover, les moderniser et en construire des nouvelles. Très bien. Le temps file, puis on va vous laisser aller dans quelques instants. Encore 2 questions, si vous me permettez. Un courriel de Éric Letendre. En avril 2025, après 35 ans en enseignement au secondaire, je pourrais prendre ma retraite. Quelles mesures ministérielles pourraient m'inciter à rester en poste pour 1 ou 2 années supplémentaires? Quelles sont les mesures de rétention pour garder les profs qui songent à la retraite? Le salaire. Au terme de la présente convention, le plafond, qui est actuellement à 92 000 si je ne me trompe pas, au terme de la présente convention, le plafond va monter jusqu'à 109 000. Donc, cet enseignant, qui est sans doute plafonné à 92 000 actuellement, va pouvoir obtenir une belle augmentation de salaire jusqu'à 109 000 au cours des 3-4 prochaines années. Deuxièmement, on a augmenté les sommes d'argent pour les techniciens en éducation spécialisée au secondaire. Donc, on permet à nos TES de travailler de plus longues heures et donc de venir prêter main forte à des enseignants comme Éric dans leur classe. Et puis, s'il a encore la passion et l'amour de l'éducation et qu'il aime les jeunes, je parle aussi à son cœur. Et je dis à Éric, si vous en avez encore 1 année ou 2 à nous donner, Éric, on a besoin de vous. Très bien, le message est fait. Dernier courriel de Marie-Gélina de Victoriaville. Pourquoi ne pas ramener les cours de bienséance à l'école? Vous avez été un peu interpellé cette semaine par les jeunes de la CAQ là, avec le retour du civisme à l'école. Qu'est-ce que vous répondez? Bien, d'une certaine manière, le cours de culture et citoyenneté québécoise va servir à ça. Le cours de culture et citoyenneté québécoise doit justement permettre à nos jeunes de réfléchir sur les règles de respect, de consentement, toute la question de la violence et de l'intimidation, le vivre ensemble, savoir qu'on fait partie d'un groupe, puis à un moment donné, il faut savoir se respecter malgré nos différences, mieux gérer les réseaux sociaux avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et le cours de culture et citoyenneté québécoise va aussi servir à inculquer des notions de civisme, ce dont nos jeunes de la CAQ ont parlé. Le civisme, c'est important. Le respect notamment de l'autorité de l'enseignant, de l'enseignante, c'est important. Toutes ces notions, certains diront ces vieilles valeurs. Moi, je pense que ces vieilles valeurs sont des bonnes valeurs. Et donc, je pense que ramener le civisme, la politesse, le respect, en faire une priorité, je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que le cours culture et citoyenneté peut nous aider à le faire. Moi, j'ai parlé aux enseignants qui donnent ce cours-là. Là. Je suis allé les rencontrer et c'est le message que je leur ai adressé, M. Bovet. Très bien. Parlant de message, on va terminer par un commentaire d'Antonin Lambert. Étant enseignant retraité depuis 2 ans et à présent superviseur de stage, je peux affirmer que les futurs enseignants sont remplis de talent. Nous avons une excellente relève. Ça doit vous faire plaisir parce qu'on parle positivement là, du réseau de l'éducation. On a tendance à en parler négativement, mais il y a du beau aussi. Excellente conclusion. Il y a beaucoup de défis. Je suis pas jovialiste. Je me réveille tous les matins, j'ai 5, 7, 8, 10 articles sur ce qui va mal en éducation. Mais n'oubliez jamais,
On a 1,4 million d'élèves, au-dessus de 3 000 écoles. Et dans chaque jour, à chaque journée, il y a des petits miracles dans toutes nos écoles du Québec. Il y a des élèves pour qui une enseignante a fait la différence. Elle lui a redonné confiance. Elle lui a envoyé un message d'estime de lui-même, d'estime d'elle-même. Cet élève-là, ces élèves-là apprennent chaque jour. Et donc, il y a du beau, comme vous le dites. Et ça, il faut l'amener. Il ne faut pas nier les problèmes, mais il faut parler du beau si on veut amener des jeunes à choisir l'enseignement et à choisir les carrières en éducation. Il faut le faire systématiquement. Ce n'est pas un devoir de ministre, c'est un devoir de société. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.